Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Biologos où il va être question des protéines, de ce qu'elles sont et à quoi elles servent. Alors pour ça, on va commencer par la base en se plongeant un petit peu dans Wikipédia qui nous dit au sujet des protéines: les protéines sont des macromolécules biologiques présentes dans toutes les cellules vivantes. Elles sont formées d'une ou plusieurs chaînes polypeptidiques. Chacune de ces chaînes est constituée de l'enchaînement de résidus d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. On va s'y prendre autrement. Alors les protéines, c'est en quelque sorte les briques du vivant, et elles assurent un grand nombre de fonctions dans un organisme biologique. Et quand je dis très varié, c'est pas exagéré, parce qu'on estime que dans un corps humain, il y a environ 20 000 protéines différentes. Donc forcément, on va pas pouvoir parler de toutes ces protéines, et surtout qu'on les connaît pas toutes. Du coup, on va se focaliser sur deux aspects: de quoi sont composées ces protéines, et quelles sont leurs grandes fonctions dans l'organisme. Les protéines sont composées d'une classe chimique qu'on appelle acides aminés. Ces acides aminés, on en connaît des centaines, mais dans le cas du vivant, il n'y en a que 22. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quelle protéine de n'importe quel autre vivant, vous ne retrouverez jamais plus de 22 acides aminés différents. Alors ces 22 acides aminés, je ne vais pas tous les lister, ça n'aurait pas d'intérêt, mais pour les curieux, je mets quand même le lien dans la description. Alors, un acide aminé, c'est une molécule relativement simple, un peu en forme de T majuscule. Vous avez d'un côté un groupement carboxyle, qui est un groupe acide, et de l'autre côté un groupe amine, d'où le nom d'acide aminé. Et là, au milieu, on peut y greffer un peu tout ce qu'on veut, soit un simple atome d'hydrogène, ce qui nous donne une glycine, soit des trucs plus complexes comme dans le cas du tryptophane. Et vu que le groupement carboxyle d'un acide aminé peut se lier au groupement amine d'un autre acide aminé, et bien une protéine, ça va être ça. Ça va donc être un enchaînement d'acides aminés qui forme une longue chaîne qui va pouvoir se replier sur elle-même, prendre diverses formes et avoir différentes fonctions biologiques. Et quand je dis plusieurs acides aminés, c'est pas seulement 4 ou 5, ce sont des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers d'acides aminés. Chez l'homme, la plus grosse protéine connue est la titine. C'est une molécule qui est liée à l'élasticité du muscle et qui comporte pas moins de 30 000 acides aminés. Au passage, un acide aminé, on peut également appeler ça un peptide, et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, Wikipédia nous parlait de polypeptides et de liaisons peptidiques. C'est-à-dire qu'un polypeptide, c'est une chaîne d'acides aminés, et une liaison peptidique, c'est une liaison entre deux acides aminés. Alors comme je vous l'ai dit, on va pas parler de tous les acides aminés, mais on va quand même parler de l'un d'entre eux parce qu'il est un peu particulier, c'est la cystéine. Ce qui rend la cystéine particulière, c'est la présence d'un atome de soufre qui va pouvoir se lier à l'atome de soufre d'une autre cystéine. Ça permet de créer des liaisons à l'intérieur de la protéine et donc de modifier sa forme. Et vu que cette liaison implique deux atomes de soufre, on appelle ça un pont disulfure. Alors comme je le disais plus tôt, vu le nombre de protéines qu'on a dans le corps, on va pas parler de toutes, heureusement on peut les classer en 9 grandes familles. La première famille, ce sont les protéines structurelles. On peut les retrouver dans la cellule, c'est le cas du cytosquelette qui aide la cellule à maintenir sa structure, et on peut également les retrouver en dehors des cellules, c'est le cas des collagènes qui participent à la résistance des tissus, ou encore la fibrilline qui donne aux tissus une certaine élasticité. La deuxième famille, ce sont les protéines de transport. Elles peuvent par exemple transporter d'autres protéines à l'intérieur même de la cellule, elles peuvent aussi être situées dans la membrane cellulaire et permettre le transport de divers éléments à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Un exemple typique, c'est la NAK-ATPase, également appelée pompe sodium-potassium. Alors, sans rentrer dans les détails, pour que notre organisme fonctionne correctement, il a besoin que le milieu extracellulaire soit riche en ions sodium et le milieu intracellulaire riche en ions potassium. Et c'est donc cette protéine qui permet ça. Elle va faire passer des ions sodium en dehors de la cellule et des ions potassium à l'intérieur de la cellule. Et pour terminer avec les protéines de transport, on citera la célèbre hémoglobine, dont le rôle est de transporter l'oxygène un peu partout dans l'organisme. Troisième famille de protéines, les protéines régulatrices. Ces protéines peuvent réguler l'activité d'autres protéines, mais elles sont surtout impliquées dans la régulation de l'expression des gènes. Elles vont pouvoir se fixer sur certains gènes, soit pour inhiber leur expression, soit pour favoriser leur expression. Et là, j'en dis pas plus parce que je pense que vous avez compris le concept, et surtout parce qu'on aura probablement l'occasion d'y revenir. On passe donc à la quatrième famille de protéines, qui sont les protéines de signalisation. Ce sont par exemple des hormones comme l'insuline, qui permet à l'organisme de réguler sa consommation de glucose. On pourrait en citer tout un tas, comme par exemple la thyréostimuline, qui va moduler l'activité de la thyroïde, ou encore la vasopressine, qui va moduler l'activité des reins. On pourrait également citer l'hormone folliculostimulante et l'hormone lutéinisante, qui régulent le cycle menstruel chez la femme. Attention tout de même, ce n'est pas parce que certaines protéines sont des hormones que toutes les hormones sont des protéines. La testostérone ou les œstrogènes, par exemple, sont des hormones, mais ce ne sont pas des protéines. Ce sont des molécules de la classe des corticoïdes. Et donc, cinquième famille de protéines, les protéines réceptrices, qui sont étroitement liées aux précédentes. Ce sont elles qui vont recevoir le message envoyé par les hormones ou tout autre type de molécules. Ensemble, elles fonctionnent un peu sur un modèle de clé-serrure, où la protéine de signalisation a une forme complémentaire de la protéine réceptrice.
Elles sont situées à la surface de la membrane plasmique et vont permettre de traduire le signal envoyé par diverses molécules ou hormones. En gros, ça fonctionne un peu comme ça. On a une molécule qui a une forme particulière, qui va se fixer sur une protéine réceptrice située sur la surface de la membrane plasmique, et qui va permettre de traduire le message envoyé par cette molécule. Cette fixation va engendrer toute une cascade de réactions intracellulaires qui vont permettre à la cellule de traduire le message envoyé. Et d'ailleurs, toute cette cascade de réactions en question va impliquer des protéines de signalisation intracellulaire. Sixième famille de protéines, les protéines motrices. Cas typiques, ce sont les filaments de myosine et d'actine qui sont présents dans les cellules musculaires. Ceux-ci peuvent glisser entre eux et ainsi engendrer la contraction de la cellule et donc la contraction du muscle. Mais on a également des protéines motrices comme la kinésine qui sont capables de déplacer des éléments à l'intérieur de la cellule en se déplaçant le long des microtubules. Septième famille, les protéines de défense. Ce sont les protéines utilisées par le système immunitaire, comme par exemple les anticorps, qui sont de grosses protéines un peu en forme de Y. On a également des protéines comme la perforine, qui sont utilisées par certains globules blancs contre les cellules anormales, soit parce qu'elles sont mutées, soit parce qu'elles sont infectées. Et cette perforine va donc créer un trou dans la cellule anormale et la faire ainsi littéralement exploser. Perso, je trouve ça assez cool. Huitième et avant-dernière famille de protéines, les protéines de stockage. Comme leur nom l'indique, leur seul rôle, c'est de servir de réserve d'acides aminés pour fabriquer d'autres protéines. Alors nous, en tant qu'êtres humains, ça ne nous concerne pas trop parce qu'on ne sait pas faire ça. Stocker des acides aminés, c'est une chose qu'on ne sait pas faire. On sait stocker des graisses, des sucres, mais pas des acides aminés. Mais bon, vu qu'elles existent, il faut bien les citer. Et pour seul exemple, on prendra le cas de l'ovalbumine qui est présente dans le blanc d'œuf et qui sert au développement des poussins. Et enfin, neuvième et dernière famille de protéines, les enzymes. Et ce n'est pas parce que j'en parle en dernier que ce sont les plus inintéressantes, bien au contraire. Ces enzymes, leur rôle, ça va être de faciliter des réactions chimiques, que ce soit d'assembler des molécules ou de couper des molécules. Et du coup, elles interviennent à tous les niveaux du métabolisme. Par exemple, rien que pour le cas de la glycolyse, il n'y a pas moins de 10 enzymes qui interviennent pour transformer le glucose en pyruvate qui sera utilisé ensuite pour fabriquer de l'énergie. Et en fait, elles se chargent un peu de toute réaction biochimique dans l'organisme, que ce soit transformer des graisses, transformer des sucres, assembler des molécules, fabriquer des protéines, etc. etc. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'elles font ça à une vitesse absolument phénoménale. Et quand je dis phénoménale, c'est pas exagéré, parce qu'elle permet de réaliser plusieurs dizaines de milliers de réactions par seconde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Alors désolé pour ce format de vidéo qui aurait été un peu moins riche en schémas, en animation ou quoi que ce soit, mais malheureusement cet épisode était un petit peu nécessaire parce que sans parler de protéines, on pourrait parler de rien du tout par la suite, et donc c'était un peu indispensable. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui sera consacrée à l'ADN et au noyau. Ciao!